Good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au lancement de cette édition 2025 des perspectives de l'OCDE sur les compétences. Nous aurons un message vidéo du secrétaire général de l'OCDE, M. Mathias Cormann, qui va présenter le rapport et ses principales conclusions. Ensuite, Andreas Schleicher, le directeur éducation et compétences de l'OCDE, ainsi que Stefano Scarpetta, le directeur emploi, travail et affaires sociales de l'OCDE, rentreront dans le détail concernant les principales conclusions. Nous aurons ensuite quelques instants pour des questions-réponses des journalistes qui participent à cette session. N'hésitez pas à utiliser la fonction chat de Zoom pour poser vos questions. Nous allons lancer la vidéo, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bienvenue cordialement à ce lancement de l'édition 2025 des perspectives de l'OCDE sur les compétences, intitulée « Bâtir les compétences du XXIe siècle pour toutes et tous ». Ces perspectives sont publiées tous les 2 ans. Elles fournissent les dernières données et analyses de l'OCDE sur le développement et la demande en matière de compétences, ainsi que sur les politiques publiques en matière d'éducation et de formation dont nous avons besoin afin de libérer l'innovation, renforcer la croissance de la productivité, remédier aux pénuries de main-d'œuvre, en particulier celles qui découlent du vieillissement démographique, et pour préparer les individus à réussir sur les marchés du travail qui sont en train d'être totalement bouleversés par la transformation numérique, l'IA et d'autres changements structurels de nos économies. Cette édition 2025 des perspectives sur les compétences propose une nouvelle analyse de la façon dont des facteurs indépendants de la volonté des individus peuvent influer sur le développement de leurs compétences et les perspectives de carrière. En s'appuyant sur les données de l'OCDE et d'autres évaluations à grande échelle, ce rapport montre que des facteurs tels que le milieu, le profil familial et le genre continuent à avoir un impact significatif sur les parcours des individus en matière d'éducation et ensuite d'emploi. Par exemple, 40% des adultes qui ont grandi en ville ont obtenu une licence ou un diplôme de l'enseignement supérieur, alors qu'il s'agit seulement de 26% de celles et ceux qui ont grandi dans des villages. Parmi les adultes dont les parents occupaient des fonctions managériales, professionnelles ou techniques, 53% ont obtenu une licence ou un autre diplôme de niveau supérieur. À titre de comparaison, ce sont seulement 23% pour les personnes dont les parents occupaient des emplois peu qualifiés, par exemple conducteurs de machines, agents de nettoyage ou ouvrières agricoles. Ces écarts se reflètent également dans les parcours professionnels des individus. Les adultes dont les parents sont diplômés de l'enseignement supérieur ont une probabilité plus grande de 2,7 points de pourcentage d'occuper un emploi. Et en moyenne, ces personnes gagnent 11% de plus par heure que leurs homologues dont les parents sont moins diplômés. Ce que notre analyse montre aussi, c'est que ces écarts s'expliquent en grande partie par des différences en matière d'éducation, de compétences et de participation aux programmes de formation tout au long de la vie. Ce qui met en évidence le rôle clé que jouent les politiques publiques en matière de compétences afin de favoriser l'égalité des chances. Cette année, les perspectives de l'emploi mettent également en lumière d'importantes différences de développement des compétences entre les garçons et les filles. À l'âge de 15 ans, par exemple, les garçons ont généralement de meilleurs résultats que les filles en mathématiques, en culture financière et en résolution créative de problèmes. Et puis de l'autre côté, vous avez les filles qui obtiennent de meilleurs résultats en compréhension de l'écrit, en culture civique, en résolution collaborative de problèmes et en créativité. Ces différences ont tendance à se creuser au fil du temps, puisque les garçons et les filles suivent souvent des parcours éducatifs et professionnels différents. Par exemple, chez les individus nés en 1984. L'écart de compétences en mathématiques entre les genres s'est creusé d'un tiers entre l'âge de 10 et 15 ans. Entre les personnes de 10 ans et de 37 et 39 ans, l'écart de compétences en mathématiques est 4 fois plus grand. Notre analyse met en évidence 2 priorités d'action pour renforcer les systèmes d'enseignement et de formation et à terme faire progresser l'égalité des chances. Premièrement, il faut améliorer l'éducation de la petite enfance et apporter un soutien éducatif sur mesure aux élèves qui en ont particulièrement besoin. Cela signifie veiller à ce que chaque enfant ait accès à au moins 1 ou 2 ans d'enseignement pré-primaire, que celui-ci soit abordable et de bonne qualité. Il s'agit également de cibler les ressources financières et humaines sur les élèves défavorisés, par exemple en affectant les enseignants expérimentés dans les établissements les plus difficiles. Il faut également lutter contre les stéréotypes qui influencent les choix d'orientation des garçons et des filles. Des pays comme la Finlande et la Suède proposent à la fois un accès quasi universel à des services de qualité pour l'éducation et l'accueil des jeunes enfants, et investissent massivement dans le personnel et les programmes, ce qui contribue à réduire les écarts socio-économiques en termes de préparation au moment de l'entrée à l'école des élèves. Le programme Best Start au Royaume-Uni est un autre exemple de réussite puisqu'il propose des guichets uniques dans les zones défavorisées qui regroupent des services d'enseignement, de santé et d'aide à la parentalité. Il existe d'autres initiatives qui contribuent à lutter contre les stéréotypes de genre et à développer de solides compétences sociales et émotionnelles.
Il s'agit notamment du programme Filles et Maths en France, You2 in IT en Slovaquie, In Their Shoes en Espagne et le programme au Chili concernant l'acquisition de compétences utiles à la vie courante. Chacune de ces initiatives montre comment les établissements scolaires peuvent être à la pointe pour lutter contre les stéréotypes, pour renforcer les compétences sociales et émotionnelles et faire rêver et espérer toutes et tous les élèves. Deuxième piste d'action, les pays doivent mettre en place des systèmes de formation des adultes qui soient faciles d'accès, abordables et adaptés aux besoins du marché du travail, en particulier pour les adultes avec peu de qualifications. Dans les pays de l'OCDE, seuls 19% des adultes non diplômés du deuxième cycle de l'enseignement secondaire suivent une formation pour adultes, alors qu'il s'agit de 61% des personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Pour réduire cet écart, il faudra mettre en place des offres de formation des adultes pertinentes, de qualité, grâce à des systèmes d'accréditation solides. Il faudra aussi s'attaquer aux obstacles qui empêchent la participation des adultes à l'éducation et à la formation, en particulier l'obstacle coût et temps, en apportant un soutien financier ciblé aux employeurs sous la forme de chèques formation, de subventions, de crédits d'impôt, en améliorant l'offre de formation flexible, comme les cours modulaires, les micro-diplômes, les programmes en ligne, qui aident les individus à concilier leur temps de formation et leurs responsabilités professionnelles et familiales. En France, par exemple, il existe le programme Compte personnel de formation. À Singapour, vous avez le Skills Future Credit qui permet aux adultes d'avoir accès à des ressources de formation professionnelle tout au long de leur carrière, avec un soutien particulier pour les personnes à faible niveau de qualification. En Norvège, le programme Skills Plus a été créé pour proposer une approche ciblée du financement de la formation professionnelle en compétences de base pour les personnes avec des plus faibles qualifications. En conclusion, des systèmes d'enseignement et de formation performants sont de puissants moteurs d'opportunités pour les individus et de croissance économique et d'innovation au sens global. L'OCDE reste déterminée à accompagner les pays membres en leur adressant des recommandations d'action fondées sur des données probantes pour améliorer efficacement les compétences à tous les stades de la vie, de la plus jeune enfance à la formation des adultes, pour les travailleurs seniors également, et ce, tout au long de tous les âges de la vie. En avril 2026, le gouvernement de la Turquie et l'OCDE accueilleront les ministres au sommet 2026 de l'OCDE sur les compétences qui sera organisé à Istanbul. Nous espérons que vous y serez nombreuses et nombreux. Les ministres y débattront des moyens de développer pleinement les compétences des individus tout en faisant face aux évolutions démographiques, aux transitions numériques et écologiques qui remodèlent en profondeur nos économies et nos sociétés. Je m'arrête là, je laisserai la parole à Stefano Scarpetta et Andreas Schleicher, nos directeurs de l'emploi, travail, affaires sociales et de l'éducation et des compétences, qui vont avoir le soin de présenter plus en détail les conclusions des perspectives de l'OCDE sur les compétences édition 2025. Merci Mathias, bonjour à toutes et à tous. Le lancement de nos perspectives sur les compétences, c'est toujours un moment très particulier pour nous, car c'est une occasion qui nous permet d'aborder les questions de compétences dans leur globalité. Comment développer les bonnes compétences, comment permettre aux individus d'exploiter leurs compétences de manière performante, efficace, au travail, dans la vie quotidienne, et de manière encore plus importante, ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour que ces opportunités soient ouvertes à tous et toutes, comme le secrétaire général vient de le rappeler. Cette année, nous mettons l'accent plus particulièrement sur les profils personnels, le profil socio-économique, le genre, le profil d'immigration, l'âge et le lieu où les personnes ont grandi. Ce sont des facteurs qui ont un impact très fort sur les compétences et sur le bien-être en classe et sur le lieu de travail. Les résultats présentés par Mathias vous ont donné les grandes lignes et nous rentrerons ici dans le détail. C'est à la fois ce sont à la fois des résultats stables, mais aussi motivants, puisqu'ils montrent que le point de départ dans la vie, les conditions qu'on ne maîtrise pas, ont un impact, mais que les politiques publiques peuvent combler ces écarts. Alors vous voyez ici le profil socio-économique est le principal facteur qui va prédire les écarts en termes de maîtrise de la lecture et de l'écriture chez les enfants dans tous les pays de l'OCDE. Maîtrise de l'écriture et de la lecture, c'est ce qui vous donne le meilleur accès à l'éducation, à l'emploi. Vous voyez que les adultes dont les parents sont diplômés de l'enseignement supérieur affichent des niveaux de compétences en littératie nettement plus élevés que ceux dont les parents ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur. Donc les adultes dont les parents travaillaient dans des postes plus prestigieux ont un niveau de compétences nettement supérieur.
On constate donc que le métier des parents est un facteur prédictif très puissant. Ce qui est intéressant également, c'est de noter que les différences en termes de lieux où l'on a grandi, profil immigré, vont aussi avoir un impact bien plus fort que le genre sur les compétences en matière de littératie. Au début, donc, dans l'enfance, souvent les femmes ont un avantage en termes de performance de littératie, avantage qui s'efface au fur et à mesure puisque souvent les hommes ont des meilleurs emplois et des meilleurs résultats en termes de numératie et de résolution des problèmes. Alors, ce qu'on constate très souvent, c'est que ces inégalités, elles s'inscrivent très tôt dans la vie et elles se perpétuent ensuite. Vous voyez ici les résultats à l'âge de 15 ans pour la maîtrise de la littératie et de la numératie. Il s'agit de l'étude PISA. Si vous voyez un pays au milieu du tableau, la République slovaque, et que vous examinez l'écart de compétences entre les élèves les plus privilégiés et les moins privilégiés en termes de pourcentage sur l'échelle des personnes favorisées ou défavorisées, vous voyez que les élèves qui viennent d'un milieu socio-économique défavorisé ont un niveau de littératie moindre. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les pays. Les écarts ne sont pas aussi creusés qu'en République slovaque, mais la République slovaque n'est de loin pas le seul pays où ces écarts sont si profonds. Si on regarde à titre de comparaison, on voit que les élèves en Suisse ont des compétences en mathématiques qui sont équivalentes à la moyenne dans la République slovaque pour les élèves défavorisés en Suisse. Mais si on regarde les élèves les plus défavorisés de Macao, elles et eux ont la performance équivalente aux élèves les plus favorisés de la République slovaque. Ceci montre que la pauvreté n'est pas une fatalité et que les élèves, quel que soit leur profil social, peuvent atteindre des bonnes performances, à condition que les bonnes circonstances soient réunies. Réduire cet écart en termes d'opportunités, c'est la plus belle promesse de l'enseignement. Si vous venez d'une famille privilégiée, vous aurez toujours les portes qui vont s'ouvrir devant vous. Vous trouverez toujours des personnes pour vous accompagner, vous accueillir et vous soutenir. Mais si vous venez d'une famille pauvre, l'éducation et la bonne éducation peut être parfois la seule opportunité, le seul point de bascule. Et si vous loupez cette chance, comme notre secrétaire général Mathias Cormann l'a rappelé, la vie va jouer en votre défaveur. Vous allez vous retrouver dans une situation extrêmement difficile et gravir la colline de la performance et atteindre un bon niveau d'emploi sera extrêmement difficile. Vous voyez ici les disparités en termes de résultats minimums en maths. Vous voyez qu'il y a des écarts liés aux conditions socio-économiques, des écarts liés au genre, avec les différences entre les pays, où parfois les systèmes d'enseignement public peuvent réduire ces écarts. Et vous voyez que par rapport à l'écart lié aux facteurs socio-économiques, l'écart lié au genre est beaucoup plus faible. Donc les pouvoirs publics, les politiques publiques ont réussi le pari, dans une grande mesure, à réduire l'écart des genres. Alors ici, nous avons regardé les résultats PISA, donc des élèves de 15 ans, mais regardons la plus petite enfance, les enfants de 5 ans. On parle beaucoup de l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants. En termes de politique publique aujourd'hui, on voit que l'écart social à l'âge de 5 ans est déjà très fortement creusé. En comportement prosocial, les enfants de 5 ans plus défavorisés sont 20% moins compétents en termes de comportement prosocial que les enfants les plus favorisés. Imaginez, vous perdez 2 ans de compétences en raison simplement de votre profil socio-économique. Et ça, c'est malgré tous les efforts, tous les investissements réalisés par les pays dans l'éducation, l'accueil des jeunes enfants. Encore une fois, on constate que la pauvreté n'est pas une fatalité, ne détermine pas le chemin tout tracé, puisqu'il y a des écarts de performance entre les enfants favorisés et défavorisés à l'âge de 5 ans, mais ce n'est pas gravé dans le marbre. Lorsque les parents sont pleinement impliqués dans l'éducation, dans le soin aux enfants, qu'ils font de la lecture à leurs enfants, alors les enfants défavorisés ont des résultats équivalents
à la moyenne. Et quand vous ajoutez à cela des environnements familiaux propices à l'enseignement, une implication parentale forte, les enfants les plus défavorisés ont des performances équivalentes à celles des enfants les plus favorisés. En d'autres termes, nous avons beaucoup d'outils à notre disposition pour égaliser le terrain à condition de réunir nos forces entre l'implication des familles et la qualité des services d'enseignement. On voit clairement que les enfants les plus défavorisés peuvent également s'en sortir. Alors, que peuvent faire les pouvoirs publics? Eh bien, le point le plus important, c'est d'investir dans des systèmes d'éducation d'accueil des jeunes enfants de qualité et accessibles. Passer de la question de l'accès à la question de qualité pour bâtir des fondations solides pour l'enseignement et l'emploi des individus. Et il faut aussi que ceci soit associé à des mesures ciblées pour les familles défavorisées. On le voit en Finlande, en Suède. Ce sont des pays qui présentent des écarts socio-économiques plus faibles à l'entrée à l'école parce que ces pays arrivent très bien à aligner les ressources aux besoins et s'assurer que chaque enfant a toutes les cartes en main pour un bon départ à l'école. Des services intégrés qui associent l'enseignement, l'éducation avec des services de santé, par exemple, peuvent aussi améliorer les parcours pour les enfants et réduire les effets durables des handicaps sociaux et économiques. Vous avez par exemple les centres pour enfants Sure Start au Royaume-Uni qui s'appellent désormais Best Start. C'est un exemple particulièrement efficace et le secrétaire général en a déjà dit quelques mots en introduction. Donc il s'agit de dispositifs efficaces qui peuvent être reproduits ailleurs pour s'assurer que les enfants démarrent du bon pied dès le plus jeune âge et qu'ils et elles soient bien entourés. Deuxième piste d'action pour les pouvoirs publics, il est important que les systèmes éducatifs concilient excellence, équité, adéquation avec le marché du travail, que les individus acquièrent les bonnes compétences pour s'insérer dans l'emploi. Les formules de financement doivent tenir compte des déficits de compétences, agir de la manière la plus efficiente possible, s'assurer à ce que les programmes d'enseignement reflète les besoins du marché de l'emploi, les compétences fondamentales du XXIe siècle, notamment la littératie, la numératie, la maîtrise de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, la résolution de problèmes et l'apprentissage socio-émotionnel. Je souhaite dire quelques mots ici sur le programme Pro A+ de l'Espagne qui vise à réduire le décrochage scolaire. En Espagne, le taux de décrochage scolaire précédemment était très élevé. Désormais, l'Espagne est tombée en deçà des normes européennes pour ce qui est du décrochage scolaire et c'est surtout parce que ce sont les publics des zones défavorisées qui ont été ciblés en priorité. L'accent des politiques espagnoles a été mis sur la transformation numérique, sur la modernisation des infrastructures éducatives et ce, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. En Irlande, la voie d'accès à l'enseignement supérieur facilite aussi l'accès des étudiantes et des étudiants des milieux défavorisés à l'enseignement supérieur, puisqu'il y a des places qui sont réservées aux individus qui répondent à des critères spécifiques. Permettez-moi de dire quelques mots maintenant sur les tendances à nouveau. Ce que nous constatons ici clairement, c'est que les points de départ dans la vie pour les enfants de 5 ans ou les élèves de 15 ans vont parfois s'amplifier dans le cours de la vie, le parcours éducatif, de formation et professionnel. Parfois, les écarts vont s'aggraver. Alors, ce qu'on constate, c'est que par cohorte d'âge, les résultats sont extrêmement stables. La cohorte de 1984, 1993 et 1996, donc les personnes nées dans cette année, montre qu'il y a eu très peu de changements dans la tendance au fil du temps. Ensuite, quand on passe à l'âge adulte, les disparités en termes de compétences en fonction du milieu d'origine des parents ont tendance à s'aggraver. Donc, lorsqu'on ne traite pas des problèmes à la période de la petite enfance, ceux-ci vont se creuser. Les données montrent que l'avantage socio-économique aussi augmente avec l'âge, ce qui signifie que les différences précoces qui ne sont pas totalement comblées au moment où les jeunes achèvent la scolarité obligatoire vont s'accentuer au fil du temps. Alors c'est assez facile à comprendre en fait, puisque parfois les employeurs ne souhaitent pas investir dans leurs salariés qui en ont le plus besoin, puisque ça coûte plus cher, alors qu'en parallèle, vous avez des personnes qui avaient des mauvais résultats scolaires, sont parfois traumatisées et ne souhaitent pas réitérer l'expérience de la scolarité. Enfin, en termes d'écart de genre, passons à la diapo suivante. Oui, alors sur cette diapo, vous voyez
les écarts de genre, que les hommes démarrent en avance sur les femmes en termes de numératie au fur et à mesure qu'ils acquièrent plus d'expérience et de compétences, leur maîtrise va s'accentuer. Alors que pour les femmes, c'est souvent l'inverse. C'est en raison de l'usage des compétences. On va développer des compétences qui vont ensuite être perdues lorsque ces compétences ne sont pas exploitées. Et c'est malheureusement souvent le cas des femmes. Je m'arrête là et je donne la parole à mon collègue Stefano Scarpetta. Merci beaucoup, Andreas. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Alors permettez-moi d'avancer de manière détaillée dans le contenu de cette publication Perspective sur les compétences. Alors le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est que alors que nous savons très bien qu'il y a des différences entre les performances des filles et des garçons en fonction de leur discipline d'études dans l'enseignement supérieur, ce que ce graphique nous montre, c'est que les choix d'orientation sont aussi impactés pour l'enseignement et la formation professionnelle. Vous voyez le losange bleu sur ce graphique pour les programmes d'enseignement supérieur en cycle court. Il y a des forts écarts dans les choix d'orientation professionnelle et de formation entre les garçons et les filles, ce qui va avoir un impact très fort sur leur parcours professionnel ultérieur. Par exemple, les jeunes hommes ont 31 points de pourcentage de plus de probabilité que les jeunes femmes de finir les programmes d'enseignement en formation professionnelle en ingénierie et en production industrielle, alors que les femmes ont 21 points de pourcentage supérieur que les hommes d'être diplômés d'administration d'entreprise, d'économie et aussi de services communauté et services à la personne. Donc les parcours s'éloignent pas seulement dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'enseignement professionnel et technique. Deuxième constat de cette publication, c'est que les écarts de conditions socio-économiques des familles dans lesquelles les individus vont grandir vont aussi façonner les compétences et le niveau d'instruction à l'âge adulte. On mesure ici la différence de performance en littératie en fonction des postes, du prestige des postes occupés par les parents. Alors, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, les adultes dont les parents travaillaient à des postes de management, des postes prestigieux ou des postes à responsabilité, souvent des postes de cadre, ce sont des adultes qui ont des compétences en numératie qui sont 30% supérieures à la moyenne que les compétences en numératie des adultes dont les parents travaillaient à des postes moins prestigieux. Mais cela ne signifie pas que c'est une fatalité. Les politiques publiques peuvent agir pour réduire l'impact des conditions socio-économiques et familiales en termes de formation, en termes de compétences, d'enseignement et en termes d'accès à l'emploi et de choix professionnels. Alors sur ce graphique, vous voyez quels sont les facteurs qui expliquent ces écarts. Nous avons ici réduit artificiellement les différences en conditions, en circonstances socio-économiques. Et quand on réduit ces différences-là, on voit que l'écart en termes de numératie va se réduire aussi. On passe de 30% d'écart à 14% d'écart, ce qui signifie que dans une certaine mesure, l'impact socio-économique sur les compétences socio-économiques des adultes peut aussi se déterminer par la qualité de l'éducation à laquelle les individus ont accès. Comme Andreas l'a dit, cette question, elle se pose dès la petite enfance jusqu'à l'enseignement obligatoire, l'enseignement supérieur et ensuite l'accès au marché du travail. Donc pour ce qui est des compétences à l'âge adulte, les compétences qu'on va exploiter sur le marché du travail, eh bien, celles-ci prennent naissance dans les circonstances de la petite enfance, dans les circonstances dans lesquelles les individus ont grandi, ont acquis ces compétences dans la jeunesse. Au Chili, vous constatez que l'écart passe de 35 à 7% quand on compense les écarts socio-économiques, ce qui montre que l'accès à une éducation de qualité, c'est absolument crucial pour réduire les écarts causés par les facteurs socio-économiques des circonstances dans lesquelles les individus ont grandi.
Alors, autre point sur lequel je voulais revenir, donc les circonstances socio-économiques et leur impact sur les parcours en matière de compétences. Ceci va concerner la période d'enseignement, d'éducation, y compris l'enseignement supérieur, mais aussi leur performance une fois dans l'emploi. Ce que ce graphique montre, c'est que les personnes dans l'emploi ont accès à des formations à différents degrés en fonction de leur qualification initiale. Vous avez ici la comparaison entre les personnes diplômées de l'enseignement supérieur et les personnes qui ne sont pas diplômées de l'enseignement supérieur. En bas de ce graphique, vous voyez que les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur sont surreprésentées dans beaucoup de formations Donc les compétences d'écriture, de rédaction, les compétences de gestion de projet, d'apprentissage d'une langue étrangère, de compétences liées aux chiffres, à la comptabilité, au calcul, alors que les personnes qui ne sont pas diplômées de l'enseignement supérieur vont choisir d'autres formations dans d'autres disciplines, ce qui va en fait perpétuer les écarts, puisque ces personnes qui ne sont pas diplômées de l'enseignement supérieur ne vont pas se tourner vers des formations qui pourraient leur donner accès à d'autres compétences. Donc d'une certaine façon, les parcours de formation choisis par les individus en formation initiale et en formation continue ne vont faire que perpétuer les écarts qui se seront installés plus jeunes. On constate qu'il y a aussi des écarts en termes de genre dans l'accès et la participation à la formation continue. Les femmes et les hommes vont participer ou ne vont pas participer à la formation continue, et ce pour différentes raisons. Regardez les raisons pour lesquelles les femmes vont refuser de participer à la formation. Voici les raisons avancées. Vous voyez que les femmes vont être plus nombreuses à avancer l'argument des responsabilités familiales, du manque d'argent, d'événements imprévus. Ce sont des circonstances qui vont constituer des obstacles à la participation des femmes à la formation continue. Bon, on sait que des obstacles, tout le monde en a. Les personnes faiblement qualifiées vont participer moins à la formation continue, mais c'est encore plus vrai quand il s'agit des femmes. Pour les femmes, c'est parfois très difficile d'avoir accès à la formation, car elles ont aussi des responsabilités familiales qui ne sont pas partagées de manière équitable dans les couples hétérosexuels, ou parce qu'il peut y avoir des événements imprévus, la maladie d'un enfant, par exemple. Donc, dans une certaine mesure, ce ne sont pas que les circonstances d'éducation, de formation, mais aussi l'impact des inégalités de genre qui vont empêcher chaque individu de participer à la formation, d'acquérir des nouvelles compétences pour s'épanouir professionnellement. Et c'est pourquoi c'est essentiel de réduire les obstacles à la participation à la formation et tenir compte de la perspective de genre que cela implique. Quatrième élément sur lequel je voulais revenir. C'est le même graphique qu'Andreas vous a montré, mais ici, il s'agit d'un des principaux résultats des parcours professionnels. Donc, l'écart en pourcentage de salaire horaire. Vous voyez qu'il y a un écart de 14% en salaire horaire entre les hommes et les femmes. Vous voyez qu'il y a aussi un écart de 14% entre les personnes immigrées et les personnes nées dans le pays. Un écart très élevé en fonction des métiers occupés par les parents, en fonction du niveau d'instruction des parents. Donc on le voit quand même que à la fois la dimension de genre et les circonstances socio-économiques vont aussi impacter le salaire horaire et donc l'expérience professionnelle des individus. Mais d'où ces différences viennent-elles ? Ce graphique, je vous l'ai déjà montré, avec l'écart en pourcentage de salaire horaire en compensant les caractéristiques socio-démographiques. Donc, vous voyez qu'en fonction des postes des parents, l'écart est plus ou moins grand dans les pays de l'OCDE. Et encore une fois, les politiques publiques vont pouvoir compenser ces écarts. Ici, il s'agit des résultats professionnels des adultes. Alors, si nous réduisons artificiellement dans l'étude l'impact des caractéristiques socio-économiques et des compétences, eh bien, on voit ici, avec le petit losange, que l'écart s'annule. Ce qui signifie
que les circonstances socio-économiques qui se traduisent par des parcours professionnels différents et des différences en termes de salaire horaire qui s'expliquent par différents choix d'orientation, d'études et les choix de formation différents. Donc, si on réduit cet impact-là, eh bien, les écarts, les différences s'annulent complètement. Ce qui signifie que si on donne accès aux individus à la formation et à ses compétences, grâce au pouvoir public, eh bien, cela va permettre de réduire les inégalités, de réduire les écarts de performance, notamment grâce à la formation continue. Alors, si on fait le même exercice et qu'on s'intéresse à l'écart des genres, comme je l'ai dit précédemment, il y a des écarts profonds en termes de salaire horaire. Ici, vous voyez ce pourcentage d'écart dans chaque pays, un écart de près de 40% au Japon. La moyenne de l'OCDE, c'est de 14% d'écart, salaire horaire des femmes par rapport aux hommes. Mais si on regarde les compétences et l'expérience en termes de formation continue des femmes et des hommes, eh bien, on se rend compte que l'écart n'est absolument pas impacté. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, l'écart se creuse en réalité. Ce qui signifie que ce ne sont pas seulement les choix de parcours éducatif ou de formation entre les femmes et les hommes qui vont impacter le salaire horaire, mais aussi le choix de carrière, le choix de discipline, le choix du métier, des métiers qui, même si les compétences de base de formation initiale étaient les mêmes, les femmes vont être payées moins puisqu'il s'agit de métiers essentiellement féminisés. Parfois, les femmes ne vont pas avoir la même progression de carrière parce qu'elles vont sacrifier leur carrière pour les obligations familiales ou parentales. Donc ici, on voit que ce sont davantage les politiques du marché de l'emploi qui vont perpétuer l'écart de salaire homme-femme plutôt que les circonstances socio-économiques plutôt dans la vie. Alors venons-en peut-être à un autre point important concernant les politiques. Que peut-on faire? Et en l'occurrence, je voudrais présenter 3 arguments. Tout d'abord, sur la base de ce que disait André à l'instant, en effet, il faut veiller à ce que tout le monde, quelles que soient les conditions socio-économiques de la famille et des origines, aient les mêmes opportunités en termes d'éducation pour la jeune enfance, éducation formelle, éducation enseignement supérieur. Et tout cela doit être doublé d'un accès équitable à l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est particulièrement important parce qu'on le sait, le marché du travail évolue tellement vite, que la demande de compétences évolue tellement vite, que donner une seconde chance à tout le monde pour adapter ses compétences, ses qualifications est essentiel. Les politiques doivent se centrer sur l'accès aux adultes, notamment pour celles et ceux qui ont moins de compétences, à tous les travailleurs, ceux qui sont en situation précaire, veiller à ce que le temps, les coûts et l'information n'empêchent pas leur participation au marché du travail. Pour faire face à ces barrières, les autorités doivent également proposer des incitations de formation, notamment le compte individuel de formation qui existe dans plusieurs pays comme en France ou à Singapour, ou que d'autres pays ont mis en place. Et il y a également le programme Skill Plus en Norvège qui propose des moyens aux employeurs pour qu'il y ait des formations qui soient mises à disposition dans différents domaines pour aider ceux qui ont le moins de qualifications et encourager les entreprises à investir dans le développement de leurs employés. Deuxième élément, ça c'est lié aux orientations de carrière. Il est important de constater que tout le monde n'a pas les mêmes conseils d'orientation de carrière dès lors qu'il s'agit de faire des choix importants sur le marché du travail. En l'occurrence, les administrations peuvent conseiller dès l'école vers différents services avec des outils numériques pour personnaliser le soutien apporté aux travailleurs et travailleuses. Et cela permettra de définir les opportunités de formation, cela permettra de définir des transitions sur le marché du travail et de lever un certain nombre de stéréotypes qui limitent les aspirations des uns et des autres, notamment ceux qui viennent de milieux défavorisés. En France, le plan filles et mathématiques
prévoit des programmes visant à encourager les filles à choisir des filières d'études à plus forte intensité en mathématiques tout au long de leur scolarité formelle et à finir par s'inscrire dans les filières d'études à forte intensité mathématiques. En République slovaque, on encourage les filles à s'inscrire davantage dans les filières des TIC en proposant des ateliers de codage pour les filles de secondaire, des programmes de développement des compétences. En Australie, on voit la même chose avec différentes campagnes. En Allemagne aussi, Boys and Day et Modern Men to Care et au Royaume-Uni National Health Service, ce sont autant de programmes de sensibilisation ciblés dans la recherche. Là aussi, on évite les stéréotypes de genre qui sont liés à certaines professions. Et enfin, je crois qu'il faut renforcer l'adoption par les entreprises. Ce n'est pas uniquement les États, mais c'est les entreprises aussi qui peuvent jouer un rôle important pour se concentrer directement sur les compétences plutôt que sur les qualifications dans la gestion des ressources humaines. C'est très important. Et cela signifie que l'on doit mettre en place des cadres transparents d'évaluation des compétences, de reconnaissance, de portabilité des qualifications qui peuvent favoriser la mobilité professionnelle et une meilleure utilisation des talents. Ces qualifications ne nous disent que peu sur les compétences réelles dont disposent les gens et il y a un certain nombre de moyens de mieux valoriser les compétences dont disposent les différentes personnes en quel que soit leur niveau de qualification officielle. Aux États-Unis, par exemple, il y a un certain nombre de... on a déjà supprimé l'obligation d'être titulaire d'un diplôme pour de nombreuses fonctions publiques. Il y a différentes stratégies qui sont mises en place, comme celle de l'Union européenne que l'Union pour les compétences de l'UE, qui investit dans l'apprentissage tout au long de la vie, la reconversion et les outils à l'appui de l'appariement entre offres et demande d'emploi. Donc autant de recommandations que l'on retrouve dans ces perspectives, mais je crois que comme le disait le secrétaire général et Andreas le disait, il est assez rassurant de voir que les conditions socio-économiques ont encore et toujours un rôle majeur dans les parcours éducatifs, dans les résultats, dans l'acquisition de compétences et que tout cela ne fait que se perpétuer sur le marché du travail, ce qui a un impact majeur sur les résultats sur le marché du travail. Voilà, c'est tout pour ma présentation ce matin et nous serons, Andreas et moi, heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci, Stéphano. Venons-en donc aux questions. Nous avons une question sur les tendances. Est-ce que les inégalités de compétences empirent ou se creusent dans le temps ou s'améliorent dans le temps? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Écoutez, je dirais dans un premier temps que malheureusement, et c'est d'ailleurs le résultat de notre étude qu'on a menée auprès des compétences des adultes ces dernières années et qui renvoie à 2023 par rapport à 2012, on voit qu'il y a un creusement de cet écart dans les conditions socio-économiques dans 14 des pays de l'OCDE, notamment la performance de ceux qui sont en bas de la distribution des compétences. C'est problématique, évidemment, parce que ce que l'on espère, malgré tous les efforts qui ont été faits, eh bien, on espère pouvoir aider ceux qui viennent de milieux défavorisés, qui ont plus de mal à avoir une éducation formelle et à avoir un parcours éducatif réussi. Dans 14 des pays de l'OCDE, ceux qui ont des parents les plus éduqués font mieux que ceux qui viennent, qui ont des parents qui avaient un moindre niveau d'éducation. Ce qui est évidemment problématique. Il faut donc faire davantage. Il faut se concentrer notamment sur l'éducation de la jeune enfance, l'apprentissage tout au long de la vie pour aider celles et ceux qui, en fonction de leur milieu familial et en fonction selon qu'ils ou elles viennent de milieux défavorisés, eh bien, ne vont pas s'en sortir aussi bien que ceux qui viennent de milieux favorisés. En tout cas, les aider à faire mieux. Oui, ce que j'ajouterais simplement, c'est que ça, c'est la moyenne. Mais les tendances évoluent différemment entre pays. Et évidemment, ça nous rend un peu optimistes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays où on a réussi à faire avancer les choses et à réduire cet écart, ce qui montre bien que de bonnes politiques peuvent avoir un impact à cet égard. Maintenant, Stéphano l'a dit, c'est vrai qu'en moyenne, c'est plutôt stable, ça stagne. Merci Andreas. Une question sur l'IA. Quel est l'impact que pourra avoir l'IA sur la demande en compétences et quel est le rôle que l'IA pourra jouer pour renforcer les compétences? Écoutez, c'est intéressant. C'est une question que tout le monde se pose et dont tout le monde parle. Alors l'IA a un potentiel de
compenser ce carence de compétences ou cet écart de compétences. Et l'IA va évidemment augmenter les compétences de beaucoup d'entre nous. Maintenant, l'histoire montre que la technologie a tendance à amplifier les deltas de compétences. C'est-à-dire que ça va donner encore plus de pouvoir à ceux qui ont déjà les bonnes compétences de base et ça va réduire les opportunités des autres. Alors, on ne sait pas comment les choses vont fonctionner avec l'IA sur le long terme, certes, mais en tout cas, la technologie, dans son histoire, nous montre bien que les choses ont évolué comme cela, c'est-à-dire qu'il y a une polarisation des différentiels de compétences. Maintenant, pour être un peu plus optimiste, l'IA, clairement, offre un vrai potentiel pour réduire ces compétences, notamment pour certains groupes de la population qui sont défavorisés. J'aimerais ajouter quelques points là-dessus. Andrea l'a dit, les éléments factuels ne sont pas encore totalement clairs. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on regarde spécifiquement l'IA générative, certains des éléments qui ressortent montrent que cela pourrait bénéficier non seulement à ceux qui sont au plus haut niveau de compétences, ceux qui disposent des meilleures compétences, mais également ceux qui sont à un niveau intermédiaire de compétences. Ça, c'est tout à fait différent de ce qu'on a pu voir dans le passé par rapport aux technologies, puisque ça aidait plus ceux qui avaient déjà des compétences. Et ça veut dire que ça va pouvoir augmenter les capacités de ceux et celles qui ont des compétences moyennes. Alors, ces personnes-là ont néanmoins besoin d'un niveau minimum de compétences numériques pour pouvoir avancer et profiter de l'IA générative. Donc l'IA générative ne va pas permettre de combler toutes les lacunes que nous venons d'identifier en termes de déficience ou de carence de compétences, mais puisque cela dépend largement des conditions socio-économiques des enfants, des adolescents et ensuite des adultes lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Autre élément pour lesquels on a des éléments factuels, c'est que l'IA et l'IA générative peuvent modifier la manière dont on apprend. C'est-à-dire que cela peut permettre d'apprendre plus vite, de cibler l'apprentissage aux besoins des entreprises et de rendre tout cela plus disponible, notamment pour les plus défavorisés. Alors, on a dit que les barrières à l'accès à l'apprentissage pour les adultes étaient liées aux ressources, aux moyens financiers. Certains nous disent « je ne peux pas m'offrir cette formation parce que je n'en ai pas les moyens ». Néanmoins, l'autre barrière, c'est le temps. Bien souvent, si vous êtes une PME, vous n'avez pas forcément le temps, du temps à consacrer à la formation, loin du travail. Et évidemment, cela, on peut peut-être avec l'IA avoir des formations plus ciblées et faire en sorte que cela marche mieux pour celles et ceux qui sont plus défavorisés. Donc ça peut être un facteur dépolarisant. Ça dépend de la manière dont ces technologies sont utilisées, s'il y a des investissements suffisants qui sont consentis pour veiller à ce que ce soit un outil qui permettra de réduire certaines de ces disparités que l'on retrouve sur le marché du travail en termes d'accès et de demande en opportunités de formation. Une dernière question sur les données et l'analyse dans les perspectives. Est-ce qu'on peut estimer le coût de ces carences ou de cet écart de compétences? Eh bien, ce coût, on le retrouve dans le graphique que je vous ai montré tout à l'heure sur les conditions économiques des parents qui conditionnent ce différentiel de salaire, ce qui montre bien que en ne se concentrant pas sur ceux qui ont le plus de difficultés à atteindre un niveau d'enseignement supérieur et un niveau de compétences, eh bien, dans une certaine mesure, ils sont moins payés. Et ça provient de l'expérience d'éducation, c'est-à-dire qu'en éliminant les écarts de l'enfance et qui se creusent et qui continuent vers l'éducation continue et vers la formation des adultes, eh bien à ce moment-là, on peut réduire l'écart de salaire. Ça signifie que l'on peut améliorer la productivité de ces personnes-là. Et ça, c'est très important dans le contexte dans lequel se trouvent bon nombre de pays de l'OCDE, à savoir qu'on a un vieillissement de la population. Il y a quelques mois, on a présenté nos perspectives de l'emploi et la population active dans les pays de l'OCDE a atteint un plateau et à l'avenir, d'ici 2060, cette population active va baisser en moyenne de 8 points de pourcentage dans l'OCDE. Pour certains pays, c'est 30%, comme Japon, la Corée, l'Italie. Ça veut dire qu'on aura moins d'employés qui pourront être actifs sur le marché du travail. Ce qui signifie qu'il faut utiliser tous les talents dont on dispose. Cela signifie que en réduisant cet écart d'éducation et de compétences et en donnant à tout un chacun les mêmes opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, on peut booster la productivité des salariés dans un contexte où
la taille de l'échantillon va se réduire. Donc il faut compenser cela avec une augmentation de la productivité. Il faut se concentrer pour ce faire sur ceux qui sont en bas de l'échelle de productivité sur le marché du travail. Oui, je peux juste ajouter à perspective un autre point. On en parle peu dans ces perspectives des compétences, mais il y a des travaux qui sont faits pour estimer ce que ça pourrait apporter à l'économie si on réduisait cet écart de compétences. Et regardez, par exemple, un benchmark, c'est le fait que tous les enfants de 15 ans devraient atteindre les niveaux minimum sur l'étude PISA. C'est pas très ambitieux, c'est-à-dire que tous les enfants de 15 ans auraient ces compétences de base. Ensuite, pendant la vie de ces gens, vous ajoutez 3 à 10 fois la taille de l'économie en fonction des économies concernées. Et on voit bien quels seraient les impacts sur les économies qui seraient énormes. C'est-à-dire que ce sont des investissements majeurs, certes, mais qui ne sont pas inconcevables et qui permettraient de faire évoluer les choses pour nos économies, qui pourraient avoir un impact sur le long terme. Voilà ce dont il faut tenir compte. Merci, messieurs, Andreas et Stéphano. C'était la dernière question.